Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de MaTV ou encore sur le Facebook Live de Culture Trois-Rivières. L'équipe du Printemps des Beaux-Parleurs vous a concocté une émission bien spéciale en ce temps de confinement sur Ça va bien se compter. Pour visionner notre programmation, on vous invite à consulter notre site web ou encore nos réseaux sociaux. Sur ce, on vous souhaite bon visionnement! Jean-Philippe, bienvenue à cette émission spéciale Ça va bien se compter. On aimerait en apprendre plus sur le conteur, mais plus particulièrement sur ton univers de contes. Est-ce que tu peux nous parler plus du type de conte que tu affectionnes particulièrement? De mon côté, au niveau de l'univers de conte, je suis dans le conte traditionnel. Je vais vraiment piger, creuser, fouiller dans tout ce qui se fait de contes historiques un peu partout dans la province du Québec. Et puis, je m'inspire de ça pour faire tout ce que j'ai comme spectacle de conte. Généralement, est-ce que tu y vas plus avec de l'écriture ou tu te bases sur des choses qui existent déjà? Je fais zéro écriture. La façon dont que j'ai de travailler, c'est vraiment à partir des contes traditionnels que je vais avoir. Des fois, même, je vais en lire 2, puis 3, puis 4 versions du même conte. Puis je vais descendre un peu tout ça. Si on pense à la Chasse-Galerie, si on pense à Rose la Tulipe, il y a énormément de versions de ces contes-là. Moi, de mon côté, souvent, je vais les prendre, je vais les mettre dans un environnement connu. Des fois, je vais m'en servir simplement comme prétexte pour travailler. Mais je pars toujours vraiment du conte traditionnel d'abord et avant tout, puis tout le reste alentour. C'est pas mal une inspiration du moment. Maintenant, j'aimerais savoir un peu plus ce que tu vas nous conter aujourd'hui. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vous amène à Bytown. On s'en va dans un univers de bûcherons. Ce que je nous propose, c'est Joe Monferrand, le coq de Saint-Laurent. Mais bon, on va vous conter ça à l'instant. Mon histoire part à Montréal. À Montréal, il y a de cela belle lurette. Dans Saint-Laurent, vous aviez une famille frappée d'une grande malédiction. Les Monferrand. Là, je dis une malédiction, mais ça va dépendre à qui est-ce que vous allez parler. Il y en a qui vont vous dire, ben voyons donc, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, cette affaire-là. Les Monferrand, c'était plus grand, plus fort, plus gros que tout le monde, plus costaud. Peu importe ce qui se passait, là, les Monferrand, si tu cherchais quelqu'un pour déplacer quelque chose, c'est toujours vers eux autres que tu allais te revirer. Là où est-ce que ça devient une malédiction, par contre, c'est qu'à partir du moment où tu as ce grandeur-là, tu as ce carrure-là, eh bien, il y a une espèce de phénomène qui s'installe. C'est la fameuse phrase suivante. M'a t'essayé. M'a t'essayé, n'importe qui est un peu trop fort va déjà avoir entendu ça une fois de temps en temps. Là. Parce que t'as de l'air fort, il y a quelqu'un qui pense qu'il est capable de te battre, il veut tester sa force sur quelqu'un d'autre. Puis parce que toi, t'as de l'air fort, ben c'est sûr et certain que si je m'essaye sur toi, moi savoir si ma force est à la hauteur de ce que je pense qu'elle est. Comprenez un peu l'idée. Donc, toujours est-il, ça, c'était la malédiction des Monferrand. Pour vous donner une idée, là, Joe Monferrand, déjà à l'âge de 12-13 ans, là, il se battait dans le cours d'école contre les gens des écoles avoisinantes qui venaient voir si leur école était plus forte que l'école du voisin. Puis une fois que ça a été fait, puis que, tu sais, c'était bien clair au niveau de l'école, là, c'était rendu que Joe Monferrand, à 15-16 ans, là, il était rendu en train de se battre contre les adultes des paroisses avoisinantes pour savoir c'était qui la paroisse la plus forte. Au point que notre bonhomme, éventuellement, quelqu'un s'est dit, ce gaillard-là, on va mettre ça dans un ring. Un ring de boxe. Joe Monferrand devient boxeur. On l'embarque dans un ring, puis comme de fait, c'est pas bébé compliqué, vous embarquez quelqu'un, ding, 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 la sonne à cloche, puis là, ben hop, haha, le combat de boxe commence. Puis là, ben habituellement, là, c'était pas trop long, celui qui se battait contre Joe Monferrand essayait d'approcher, d'y donner un coup de poing ou deux. Joe Monferrand, un petit jeu de pied impressionnant, réussissait à esquiver tout ce qui s'en venait, puis à partir de ce moment-là, sur son côté, pif, un coup de poing habituellement, puis c'était bien assez, l'autre tombait à terre. Quand il tombait sous des plus costauds, pif, paf! Ouf, pelay, que là, c'était pas mal le plus loin qu'il avait besoin de se rendre. La réputation commençait à grandir, puis tout le monde voulait voir c'était qui ça? Le coq de Saint-Laurent. Le coq de Saint-Laurent, fier, là, costaud, là, une affaire impressionnante. Puis peu importe qui c'est qu'on envoyait compte, habituellement, un point, 2 coups de poing, il venait qu'à tomber. Hop là, et là, tout le monde, tous les hommes forts que vous pouvez avoir dans les environs se sont tous présentés. Chacun d'entre eux autres voulait boxer contre l'homme le plus fort de Saint-Laurent. Puis là, ben un en arrière de l'autre, éventuellement, il n'y a plus un homme fort à Montréal. Puis le plus loin qu'on s'est rendu, c'est pif, paf, pouf. 3 coups de poing. L'adversaire est à terre, et puis là, il demandait plus son reste, puis le combat arrêtait là. Eh bien là, mais bonne chance, ça n'a pas été trop long, là. Quand il n'y a plus d'adversaire à Montréal, à partir de ce moment-là, on a une vedette. On a décidé de le prendre, puis de le promener, puis on l'a amené aux Trois-Rivières, puis on l'a amené à Québec,
puis on l'a promené de même. On l'a promené dans le Canada d'un bout à l'autre. Bon, il faut dire, à l'époque, on a 4 provinces, là. Le bout d'aller jusqu'à l'autre bout, c'était pas bien loin. Mais imaginez-vous donc, on l'a amené jusque dans l'Est, qui est allé se battre, là. À Halifax, il est allé se battre. À Louisbourg, il est allé se battre un peu partout. L'homme montrait justement ses grands talents, mais ça prenait jamais plus que pif, paf, pouf, puis le combat était terminé. Un moment donné, tu sais, t'as fait toutes les provinces maritimes, là, tu reviens, puis là, tu t'en vas dans l'Ontario, puis là, tu fais le grand tour de ça au grand complet, jusqu'à ce qu'un moment donné, t'arrives à Kingston. Kingston, cela, là, c'est la place où les militaires s'entraînent, c'est rempli de testostérone, cette affaire-là. Puis malgré le fait qu'ils étaient là, malgré le fait que tous les hommes que vous avez là voulaient venir essayer, Joe Montferrand, le résultat était toujours le même, pif, paf, pouf, le combat était fini. Ouais, là, Joe Montferrand, il s'est battu partout dans la province de Québec. Il s'est battu partout dans ce qu'on avait comme Canada à l'époque. Puis à partir de ce moment-là, ben, Joe Montferrand se rend compte qu'il y a un gros problème à d'être bon puis à d'être fort comme il est là. C'est plate. C'est plate parce qu'il est trop bon. Il est tellement trop bon qu'il n'y a rien à différer. Il n'y a plus de défi. Je ne sais pas si vous êtes trop bon à quelque chose, là. Bon, de ce temps-ci, peut-être à faire du pain. Hein? Mais toujours est-il qu'il était tellement trop bon à quelque chose qu'il a dit, sais-tu, m'a prendre ma retraite. 18 ans, Joe Montferrand, il s'est battu partout. Il a gagné contre tout le monde. À 18 ans, il décide de prendre sa retraite. Le seul petit problème, bien sûr, c'est qu'à l'époque, ça payait pas des millions faire de la boxe. Puis de prendre sa retraite à 18 ans, il faut quand même mettre du pain sur la table. Puis Joe Montferrand, il était à la recherche d'un ouvrage qui allait mettre sa force en valeur. Bon, il a bien essayé de déménager des affaires, mais c'était pas tout à fait bon. Il a essayé de s'engager comme coureur des bois, tu sais, parce que t'es plus fort, t'es capable de pagayer, tu fais des plus grandes distances, t'es capable de faire du portage, t'es capable de mettre plus d'affaires sur ton dos, t'es capable tu fais moins de portage. Ouais, là, dans le fond, ça devenait un problème. Parce qu'il était fort, il pagayait moins, puis parce qu'il était fort, il portageait moins, mais il faisait, vous comprenez, hein? Toujours est-il que là, il s'est tanné. Et cette année, non, la force venait pas tout à fait à bout de l'ouvrage, puis c'était pas satisfaisant. Joe Montferrand est à la recherche d'un autre ouvrage, quelque chose de plus grand, plus glorieux, où c'est que sa force allait être mise en valeur, puis éventuellement quelqu'un dit « Non mais Joe, tu devrais t'en aller à Bytown, et des hommes forts puis grands comme toi, c'est sûr et certain qui ont usage de ça de par là-bas. » Joe Montferrand, il part, puis il s'embarque de par le train, puis il débarque à Bytown. Si vous connaissez pas Bytown, c'est la place où vous arrivez, justement, quand vous voulez aller bûcher. Là, en montant, là, par les Outaouais, là. Fait que tu pars, puis tu montes de par là-bas, puis la manière que c'est fait, c'est pas bien compliqué. Tu arrives à Bytown, d'un bord de la rivière, t'es Canadien-Français, puis sur l'autre bord de la rivière, t'es les Irlandais. Puis ils bûchent de cette façon-là, chacun sur le bord. La seule petite affaire qui s'installe habituellement, c'est un jalousage de rivière. Hein, vous avez les francophones sur un bord qui jalousent les Irlandais sur l'autre bord, les Irlandais sur le bord qui jalousent les francophones sur le bord. Puis, un univers de bûchage, c'est un univers de bonhommes. Puis quand les bonhommes sont en train de jalouser ce qui se passe dessus l'autre bord, c'est pas en faisant mieux qu'on va réussir à améliorer notre sort, c'est en s'assurant que l'autre fasse pas aussi bien que ce qu'il fait. Ouais. C'est un peu de même ça se passe. Fait qu'imaginez-vous donc que quand vous aviez des hivers où c'est que le bûchage était plus profitable sur un bord, plutôt que de mieux bûcher sur notre bord puis de n'empiler plus, à la place, on décidait d'envoyer du monde sur l'autre bord pour aller mettre un point sur le nez de ceux qui étaient sur l'autre bord de la rivière pour leur expliquer qu'ils bûchaient trop vite. Fait que de cette façon-là, les piles de bois se rééquilibraient le temps d'une semaine parce qu'il y en avait une couple de couchés qui n'étaient pas capables de se battre. Fait que là, qui n'étaient pas capables de bûcher parce qu'ils se sont battus plutôt. Mais à partir de ce moment-là, on venait rééquilibrer ce qui se passait à Bytown, sur le bord de la rivière, puis le bûchage, puis les attentes de tout le monde. Sauf que là, Joe Montferrand débarque dans le portrait. Aussitôt qu'il est débarqué, un colosse d'une grandeur, puis d'une grosseur de bras, une affaire pas possible. Mais quand il débarque, tout de suite, les foremen commencent à le voir. Les foremen commencent à se dire, oh là, ce gars-là, ça va être quelque chose d'impressionnant. D'après moi, si on dit met une hache des mains, 2-3 coups, puis les arbres tombent à terre. Et comme de fait, on dit, on met une grande hache des mains, notre Joe Montferrand s'est installé, poc, 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 tu sais, comme pif, paf, pouf. Mais 3 coups de hache, les arbres venaient qu'à tomber. Oh, là, ça, mes bonnes gens, c'est du profitage pour un foreman, c'est sûr et certain. Sauf que qui dit profitage pour un foreman dit aussi jalousage sur l'autre bord de la rivière. Ouais, tu sais, c'est... Il n'y aura jamais personne, ça arrivera jamais que vous allez contenter tout le monde. Si vos foremen ils sont contents sur votre bord de rivière, automatiquement les foremen sur l'autre bord de la rivière ils seront pas contents parce que là il y a plus de bois. Si jamais il y a trop de bois, le prix vient qu'à baisser. Bref, c'est pas facile. Fait que comme de fait,
On engage Joe Monferrand. On a un des plus bels hivers de bûchage que vous pouvez pas imaginer. Le moral de tout le monde est bon. Il y a de la neige, mais pas trop. Fait que de même, c'est facile à travailler. Et puis, mes bonnes chances, les arbres descendent, puis descendent, puis descendent, puis descendent. Le seul petit détail, c'est qu'éventuellement, les Irlandais sur l'autre bord commencent à trouver que les arbres descendent trop et que la pile de bois est trop longue. Puis à partir de ce moment-là, le jalousage se met en place. Pour aller tester notre homme, on fait un petit jalousage ben simple. On envoie 3 gars dessus l'autre bord pour essayer d'aller d'y mettre un point sur le nez. Tu sais, Joe Monferrand, lui, sur son bord, quand il a vu ces bonhommes-là arriver, au début, il savait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Comme il savait pas qu'est-ce qu'il faisait là, il s'est dit, ouais, bon, OK, tu sais, qu'est-ce que vous voulez, messieurs? Puis avant même que l'autre rouvre la bouche, il s'est reculé le poing comme pour se craquer, puis il dit descendre ça de par en dessous du menton ici. Bien sûr, Joe Monferrand, avant même de réfléchir, les pieds ont bougé tout seuls. Les grands réflexes du temps aussi qui était sur le ring de boxe. Les pieds se sont mis à danser tout seuls, puis Joe Monferrand, en reculant, décoche un coup de poing, pif, le premier est à terre, les 2 autres, ils se revirent de bord, paf, pouf, 3 coups de poing, les 3 gars au sol, rien à d'y faire. Hop là, les 3 gars, ils sont repartis, la queue entre les 2 jambes, traversés sur le bord de pont à eux autres, commencer à expliquer qui c'est ça, le grand colosse qui est rendu du côté des Canadiens français. Hop là, là, vous pouvez bien comprendre, messieurs, dames, que si 3 gars contre un seul n'est pas capable de faire le travail, ça va en prendre plus. Puis ça tombe bien parce qu'à Bytown, on avait les 7 frères McDonald. Les 7 frères McDonald, eux autres, étaient engagés tout l'hiver, payés pareil comme des bûcherons, mais ils n'étaient pas payés aux arbres qui bûchaient, ils étaient payés, dans le fond, aux bûcherons qui couchaient. À chaque fois qu'il couchait un bûcheron, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de bûchage qui se faisait. Comme de fait, les 7 frères McDonald décident de traverser le pont. Une fois rendus sur l'autre bord du pont, on va d'y expliquer à ce grand flambeau-là comment est-ce que ça se passe ici sur la rivière. Imaginez-vous donc, mes bonnes gens, Joe Monferrand commence à les voir arriver suite à ce qui s'était passé la veille, comprend un peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, à partir de ce moment-là, Joe Monferrand, avant même de permettre au premier de donner un coup de poing, c'est lui qui a donné le premier coup dans le ventre du premier. Il a donné un coup de poing tellement fort qu'il a volé sur le deuxième en arrière, un coup de poing, 2 bonhommes en terre. Il restait 5 frères McDonald, pif, paf, pouf. Mais bonne chance, ça n'a pas été bébé plus long. Les 7 frères McDonald, pour la première fois, ont perdu un combat. Oh, que là, ça s'est dit. Mais ça s'est tellement dit que le surlendemain, c'était pas 7 gars, c'était 15 gars. Puis après ça, ça a été 30 gars, puis ça a été 45 gars, puis à chaque fois, le résultat était le même. Les Irlandais retournaient sur le bord de la rivière, absolument rien à dire, ils venaient de perdre le combat. Mais bonne chance, un bon dimanche matin. Les hommes sont tous assis à Cambuse, puis il y avait le spot, le watch, celui qui regarde qu'est-ce qui se passe. Il était sur le bord du pont, puis là, il rentre dans Cambuse. La place, c'est que les gars sont tous en train de manger. Monferrand, ils sont en train de s'en venir, là, mais là, c'est pas vrai que tu vas être capable de faire ça tout seul. Ils sont au moins 150 à vouloir venir te mettre un point sur le nez. Joe Monferrand, il se lève, les hommes, restez là, bougez pas, faites rien que me préparer mon gin. Hein? Préparez-moi mon gin, puis quand ça va être fini, on va prendre ça, ça va nous replacer la journée, vous allez voir. Joe Monferrand se lève, sort, il s'en va directement dehors, puis là, bien sûr, plutôt que d'attendre que les gars traversent la rivière, s'en va, lui, directement sur le pont, puis il part, là, en grande vitesse. Là. Puis là, plutôt que d'y aller puis de donner un coup de poing sur le premier, Joe Monferrand saute sa première rangée. Ramasse comme les 6 premiers que vous avez en avant, tout le monde tombe à renverse, puis Joe Monferrand se lève. Mais quand Joe Monferrand se lève, il se lève pas tout seul. Dans sa main, il y a une bottine. Il n'y a pas rien que la bottine, il y a le gars au complet, dans la bottine. Joe Monferrand, imaginez-vous donc, s'est ramassé un Irlandais dans ses mains. Et puis là, crayez-le pas, Joe Monferrand était armé pour la première fois de sa vie. Pas rien qu'avec ses poings. Il s'est servi de l'Irlandais en question, pareil comme une massue. Un coup de par la gauche, 2-3 Irlandais qui tombaient dans la rivière. Un coup de par la droite, puis un autre batch qui tombait dessus l'autre bord. Joe Monferrand était capable de se promener de même, avec des grands coups, d'un coup de bord, puis d'un coup de l'autre. Puis quand son Irlandais devenait tout mou, lançait l'Irlandais par la rivière, pif, paf, pouf, s'en ramassait un autre. Eh bien, crayez-le pas. Joe Monferrand est passé d'un bout du pont jusqu'à l'autre bout du pont. Quand il a eu fini, la rivière avait pris une petite couleur écarlate. Vous aviez 150 Irlandais qui flottaient un peu tout croche sur la rivière, pas trop sûr de ce qui leur était passé. L'homme est rentré en dedans, puis à partir de ce moment-là, fiez-vous sur moi, le jalousage sur la rivière, ça l'a arrêté. Il n'y avait plus rien à dire, il n'y a plus personne qui voulait commencer à expliquer à personne comment est-ce que le bûchage allait se faire. Et puis là, l'hiver a bien été.
Après ça, on s'est installé sur le cachage, la drave, tout le long, au printemps, là, comme d'habitude, on descend le bois jusqu'en ville, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Puis là, bien sûr, aussitôt que tu arrives d'un village, tu veux t'installer d'une taverne, tu veux t'installer d'un débit de boisson, prendre un petit coup, c'était pas bien compliqué. Tout de suite, la première affaire qu'on entendait, c'est « Montferrand! M'a t'essayé! » Bon, ça y est, la malédiction des Montferrand qui est repartie. Puis là, on avait bien beau essayer de trouver des manières pour expliquer à tous les ivrognes de village qu'il était jamais de taille contre notre gars, qu'à un moment donné, c'est Montferrand lui-même qui a allumé. Imaginez-vous donc, cet homme-là avait une espèce de souplesse, là, les petits pas de boxe qu'il avait fait là, au fil des années, là, ça y avait servi, mais non seulement ça, ce gars-là était capable de vous donner un coup de pied au plafond. Et puis, bien sûr, des bonnes bottes de draveur, t'as les clous qui sont de par en dessous. Fait que si jamais tu donnes le coup de pied assez fort, la botte restait prise directement dans le plafond. Fait que là, ce qu'on faisait, quand on arrivait quelque part, Joe Montferrand s'installait, on commençait à boire, puis si jamais il y en avait un qui commençait à vouloir « Joe Montferrand, m'a t'essayé? » On disait « Ben pas de problème, si tu veux battre notre homme, t'as besoin de faire le même exploit qu'il va faire à l'instant. » Joe Montferrand arrivait, flop, poc! Coup de pied au plafond, tellement fort que la bottine restait prise là. On laissait la bottine pour s'assurer que la trace reste bien. Et puis là, à partir de ce moment-là, on avait une soirée, plutôt qu'à se demander quand est-ce que notre homme allait manger un coup de poing, on avait une soirée à regarder les ivrognes du village, à essayer de donner des coups de pied dans les airs et à tomber à renverse. À partir de ce moment-là, mes bonnes chances, on a eu des belles hivers de bûchage. Steve, on te souhaite la bienvenue à cette émission spéciale Ça va bien se compter. On aimerait en apprendre plus sur le conteur, mais plus particulièrement sur ton univers de contes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du type de conte que tu affectionnes particulièrement? Bien, merci de l'invitation. Moi, je suis de la tradition de contes traditionnels à l'origine, donc les contes du Québec. Puis bon, de fil en aiguille, je me suis intéressé aux contes du monde, donc les légendes qui veulent dire quelque chose qui a une signification, qui font réfléchir, qui ont une portée un peu plus philosophique des fois à l'occasion. Je suis là-dedans, toujours en restant un peu dans le divertissement. Puis avec le temps aussi, comme j'ai pas connu beaucoup mes grands-parents, bien, j'ai souvent tendance aussi à faire un peu, à ramener ça sous forme de récits de vie, de grands-pères et de grands-mères qui nous racontaient ces histoires-là dans le bon vieux temps, là, sur leur chaise berçante. Fait que c'est là-dedans un peu que je baigne, que j'essaie de transporter mon auditoire. Généralement, tu y vas plus avec de l'écriture ou tu y vas plus sur des choses qui existent déjà? Présentement, je suis plus je fouille dans les contes qui existent, je me donne des thématiques, puis je regarde les contes qui tournent autour de ça, puis je les revisite à ma façon. Donc, l'écriture se fait un peu en relecture d'un conte qui existe, mais je ne suis pas très à l'écrit non plus. Pour ce qui est de créer mes propres contes, bon, j'en ai quelques-uns en banque, mais c'est le temps de les coucher sur papier, puis de vraiment les essayer qui n'est pas encore là. Maintenant, on aimerait en apprendre plus sur ce que tu vas nous conter aujourd'hui. Ben, en fait, cette année, en raison justement de cette pandémie, de ce confinement, ben, il y a un personnage que je fais depuis 7-8 ans, qui est l'allumeur de réverbère. Puis ben là, il ne sortira pas cette année. Il va rester sur sa planète tranquille pour ne pas pogner ça, le COVID-19. Là. Mais il y a un conte que je fais toujours avec ce personnage-là, puis je pense que c'est l'occasion de vous le livrer aujourd'hui. C'est ça que j'ai choisi de vous raconter. Jadis naguère, autrefois, au nord de Shawinigan, mais ben au nord, là, dans le bois, là, un village perdu, là, vraiment perdu. Là. Eux, là, ils vivent comme dans n'importe quel village. Il y a un curé, il y a un magasin général, un forgeron, un menuisier charpentier, une petite école. Il y a tout ce que les villages ont. La particularité de ce village-là, par contre, c'est qu'il vit dans le noir. Le jour, c'est jamais rendu là. C'est pour te dire à quel point c'est creux, là. Le jour fait même pas le croche par là. Il fait noir, matin, midi, soir, nuit. C'est la grande noirceur. Pas celle de Duplessis, là. La vraie grande noirceur. Mais ils s'en accommodent. Ils n'ont jamais connu rien d'autre. Ben, pour eux autres, c'est correct. Jusqu'à ce qu'arrive un étranger. Ben oui, tout le monde sait ça. Quand l'étranger débarque dans la place, il est toujours à regarder. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il vient nous amener. Il ne vit pas comme nous autres, il ne parle pas comme nous autres, il amène des choses d'ailleurs. On s'en méfie de l'étranger. T'sais. Puis lui, particulièrement, quand il est rentré dans le village, ben, on l'a vu.
Ben, il dépassait d'une tête de tout le monde. Il passe par le champ, puis il accroche le premier passant, premier villageois. Il dit « Excusez-moi, monsieur, je crois pas que je suis perdu. Là. Je cherche le jour. » Le villageois le regarde. « Le quoi? Comment je vous dirais? Ben ça, le jour, là, le soleil, le soleil, le soleil. Le soleil... » Le villageois ne savait pas pantoute de quoi il parlait. Le soleil, ben voyons, le soleil, la boule de feu dans les airs qui fait de la lumière, puis grâce à cette lumière-là, ben, tu peux voir sans avoir besoin d'une lanterne pour t'éclairer. Et le villageois fait « Vous me dites pas, vous? Ben, on n'a pas ça ici. » Mais voyons donc, vous n'avez pas ça ici. Qui c'est ça qui n'a pas de jour, là? J'arrive de Shawinigan puis Trois-Rivières. Ils ont le jour, eux autres, là. Ah ben là, on veut ça nous autres aussi. Ça serait bien pratique. Ah, on va aller voir le maire. Hein, puis bien entendu, le villageois part avec l'étranger. Il dit la nouvelle à gauche à quelqu'un, puis bien entendu, pendant qu'il se dirigeait avec l'étranger jusqu'au monsieur le maire, la nouvelle, elle, a paré le bord, puis elle a fait tout le tour du village, puis elle est arrivée en même temps que l'étranger, puis le villageois chez le maire. Le maire, quand il a vu tout son village débarquer dans la place, dans son petit KGB, il a été pris un peu d'inquiétude. Il a ramassé un crayon, il l'a mis dans le taille-crayon, il a pris une feuille de papier, il s'est redressé sur sa chaise, puis il les a regardés trop dans les yeux, il dit « Bon, combien ça va me coûter encore? Là? Combien ça va nous coûter encore vos demandes? » Puis le villageois, il dit « Non, 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 monsieur le maire, on veut rien vous demander. Il y a un étranger qui vient d'arriver au village, puis il est porteur de bonnes nouvelles. Vous allez voir, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on veut avoir, nous autres aussi. » Ah, je savais qu'il y avait quelque chose. Et là, ils font venir l'étranger. L'étranger dépassait d'une tête tout le monde. Il arrive devant le maire, devant son bureau. Il est un peu mal à l'aise. Je ne savais pas trop ce qu'il faisait là. C'est comme je disais aux villageois quand je suis rentré. Et je me demandais juste où vous avez mis le jour, monsieur le maire. Le maire la regarde. Le jour? Ok, le jour, oui, ça va ce que c'est. Le soleil. Je me demandais où est-ce que vous aviez mis le soleil, monsieur le maire. Le soleil... Ok, le soleil, c'est vrai, c'est pas ce que c'est. C'est comme une grosse boule de feu qui éclaire, puis tellement fort que tu vois tout ce que tu as à voir sans avoir besoin d'une lanterne. Il fait plus noir, pas en tout. Là, le maire se dresse sur sa chaise. Je sais que vous avez pris ça des affaires de même. J'ai pas pris ça nulle part. Là. J'arrive de Shawinigan puis Trois-Rivières, puis le jour, il est par là-bas, là, comme tout le monde, comme tous les villages que j'ai visités. Ah ben là, si ça vient de Shawinigan puis Trois-Rivières, le yard est souvent en dessous de ça, là. Non, si vous me rentrez pas le yard dans mon village. Ah, laissez-moi faire le yard, c'est pas le yard. Le jour, tout le monde peut y avoir accès, là. Ben alors, si tout le monde peut y avoir accès, pourquoi ça fait que nous autres, on l'a pas? Dites-moi le donc, pourquoi? Ben, l'étranger dit, je sais pas, l'avez-vous déjà attendu le jour? Oh, parce qu'il faut attendre ça. Ben oui, le jour. Le jour se laisse désirer, il faut le mériter. Ça vient pas comme ça, là. Il faut l'attendre. OK, mais on fait ça comment? Et puis là, le maire n'a même pas le temps de placer un mot que tout le monde qui était réuni dit, levez la main. Moi, je le sais! Tout le monde savait. Hein? Tu sais, quand tu vas dans un conseil de ville, il y a toujours quelqu'un qui sait des affaires que les autres ne sont pas, et encore moins que le maire ne sait pas. T'sais. La première à avoir levé sa main, c'était la belle du village. Tu sais, une amoureuse. Tu sais, qui a toujours un prétendant, mais que jamais personne n'a vu, mais qui envoie des lettres d'amour. Tu sais. Monsieur le maire, attendre, c'est comme écrire une lettre d'amour. Parce que quand moi j'écris ma lettre d'amour, je l'envoie, je sais que j'ai assez attendu lorsqu'elle me revient. Bon, le maire, il prend ça en note. Le boulanger fait, non, regarde, elle sait pas de quoi elle parle, monsieur le maire, moi je sais comment attendre. Je suis le premier levé à tous les matins, je fais ma pâte, je la laisse lever, je la pétris, je l'enfourne, je la fais cuire, puis je sais que j'ai assez attendu à l'odeur, monsieur le maire. Ah oui, parce que si j'ai trop attendu, je brûle le pain, puis si j'ai pas assez attendu, ça ne sera pas mangeable non plus, elle ne sera pas cuite. Donc attendre, c'est faire du pain. Puis le forgeron rajoute que c'était lui qui avait la meilleure méthode. Lui, il ferrait des chevals. Monsieur le maire, un cheval, ça a 4 pattes. 4 pattes différentes.
Donc, le métal, c'est capricieux, il faut ferrer chaque fer différent. On sait qu'on a bien attendu quand l'ouvrage d'un ferrage de 4 chevaux, de 4 pattes de cheval est fait. Et puis là, tout le monde est allé de son idée. La maîtresse d'école, c'était de donner des retenues. Les enfants, c'était de faire les retenues. Le gars de la poste, c'était de classer son courrier. Et même le fou du village, tu sais, le spécial. Il dit, « Monsieur le maire, je sais comment entendre. Lorsque je me couche sur le bord de l'arbre, à la sortie du village, que je ferme mes yeux, les mots, ils apparaissent dans mon esprit. Puis ils font des paragraphes, ils font des strophes, ils font des phrases. Puis quand je me réveille le matin, j'ai une chanson à fredonner pour la journée ou un poème à raconter. Et que je crois qu'attendre, c'est comme faire un poème. Et là, le maire est un peu inquiet parce que tout le monde a l'air à savoir attendre, mais pas lui. Il pose la question fatidique. Il dit, ben, c'est bien beau ça, attendre. Mais combien de temps faut-il attendre, monsieur l'étranger? Et l'étranger lui répond du tac au tac, sans même besoin de réfléchir. Il dit, ben, monsieur le maire, il faut attendre le temps qu'il faut. Et les gens pris de panique. Hey, je m'excuse, monsieur le maire, mais s'il faut attendre le temps qu'il faut, on peut aussi bien commencer tout de suite et tout le monde part. Chacun le bord. La belle est allée écrire des lettres d'amour. Le boulanger est allé faire du pain. Le forgeron est allé faire des chevaux. Le gars de la poste est allé courir est allé classer son courrier. La maîtresse d'école a donné des retenues. Les enfants les ont faites, les retenues. Et même l'idiot, le fou du village, est allé se coucher sur le bord de l'arbre et il a dormi. Hey, ils ont entendu correct. Hein? Hey, à un moment donné, il n'avait jamais vu ça. Il y a une ligne de lumière qui est apparue de l'horizon. Puis plus elle s'élargissait, la lumière est rentrée dans le village et la fête a commencé. Parce que bien entendu, c'était extraordinaire. On voyait des choses comme on n'avait jamais vues. Ils ont fêté du matin jusqu'au soir. Parce que le jour, c'est ça qui est plate. Ça se laisse désirer, puis ça reste pas. Puis à la fin de la journée, il est rentré dans sa craque, puis il est disparu. Et là, les gens, replongés dans la noirceur, se sont dit, tout d'un coup, qui nous a pas aimés, tout d'un coup, qui nous a trouvé plats, tout d'un coup, c'est mieux ailleurs. On va aller attendre encore. Puis là, ils se partent à partir. Puis là, le maire sort. Il dit, je m'excuse, là. Mais ça va faire. Vous ne commencerez pas à attendre de même et arrêter de vivre pour que le jour revienne. Ça ne prend pas un village pour attendre le jour. Ça prend une seule personne. Fait que je vous l'annonce de même. Je démissionne de mon poste de maire. Je vais être plus utile à attendre la lumière pour vous autres. Moi, faire ça, moi. Les gens ont trouvé l'idée pas pire pantoute. Ils sont retournés se coucher. Puis le maire a enfilé son grand chapeau, une écharpe, puis s'est assis sur le grand banc du village, juste à côté de la grande horloge. Puis il s'est décrié « Dormez, bonne chance, dormez, je veille, tout va bien aller. » Et à toutes les heures, il marquait le temps comme ça pour dire que ça allait bien. À toutes les heures, il y a quelqu'un qui se levait pour demander si le jour allait revenir. « Inquiétez-vous pas, tant que je vais être là, le jour va revenir. » Puis il est revenu. Puis toujours comme ça, il est toujours revenu. Il y a toujours quelqu'un qui attend la lumière dans un village. Hein? On les appelait les allumeurs de réverbères. Ils allumaient le réverbère le soir, ils veillaient toute la nuit pour s'assurer que le jour revienne le lendemain. Puis il revient depuis tout le temps. Hein? Là, vous allez me dire, il n'y a même plus d'allumeurs de réverbères. Hein? C'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils sont plus là. Parce que, sachez-le, bonne chance, vous avez pris pour acquis que le jour revient. Mais sachez qu'à quelque part, il y a toujours un allumeur de réverbère. Il y a toujours, quelque part, quelqu'un qui appuie sur un gros bouton le soir venu pour que les lumières s'allument et qui rééteint le matin venu. Longtemps, cette histoire a marqué le coup. Longtemps, on a raconté les récits d'allumeurs de réverbères, de croque-mitaines, de bone-setters, de marchands de sable, pour que les enfants dorment, puis qu'on leur laisse l'espoir que le jour, il va revenir. Puis c'est ça que je vous souhaite. Inquiétez-vous pas, le jour, les beaux jours vont nous revenir. Marc-André, bienvenue à cette émission spéciale Ça va bien se compter. On aimerait ça en apprendre un peu plus sur le conteur, mais aussi sur l'univers derrière ces contes-là. Est-ce que tu peux nous parler plus des contes que tu affectionnes? J'ai exploré plusieurs univers, autant du maritime, du bûcheron. J'ai tenté de regarder ce qu'il y avait du côté des contes traditionnels. Et là, je me tends vers le village des Forges de Saint-Maurice,
un endroit formidable, un terreau fertile en légende. Il y a de la légende au pouce carré qu'il y a eu là sur les années qu'il y a eu en opération aux forges. Donc, je travaille, je pioche là-dedans. J'essaie de voir qu'est-ce qui existe comme fait historique pour m'inspirer, pour après ça faire de ce que j'ai envie. Fait que les forges, les prochaines années, les forges Saint-Maurice. De façon générale, est-ce que tu y vas plus sur des choses qui existent déjà ou tu fais de l'écriture? Au départ, évidemment, je regardais un peu partout ce qui se faisait. Je faisais des contes qui existaient. J'ai fait la chasse-galerie, j'ai fait Rose la tulipe. À un moment donné, je me rendais compte que les gens connaissaient l'histoire. Puis là, il n'y avait plus de surprise. Là. Ils savaient que les gars en canot allaient se planter dans un arbre. Fait que là, j'ai commencé à transformer les contes traditionnels, à avoir des tournures différentes pour me rendre compte que je pourrais écrire, créer, pas des nouveaux contes, là, je pense pas qu'on puisse créer des nouveaux contes. T'sais. Les Grecs puis la Bible ont déjà tout inventé comme histoire possible. Moi, ce que je fais, ce que je me plais à dire, c'est que je fais de la courte pointe d'histoire. Je ramasse des morceaux un peu partout, autant dans les contes traditionnels, dans les contes urbains, dans des nouvelles, des films, dans ce que j'ai lu, dans des idées que je peux avoir. Je ramasse tout ça et je mets ça différemment. Je dispose mes morceaux de tissu pour en faire une nouvelle courte pointe. Donc, oui, j'écris, mais à partir de matériaux qui existent déjà. Finalement, j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur qu'est-ce que tu vas nous conter aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de présenter, c'est une histoire de curé, d'où le crucifix que j'ai chez moi, que j'ai placé derrière à la vue de tous et chacun. On a beau être en temps laïque, des fois, il faut se rappeler que notre patrimoine a été ecclésiastique. Je vais parler du curé Rougeau, qui habitait dans Sainte-Cécile, petit quartier de Trois-Rivières. Trois-Rivières, terre de légendaires. Il y a des légendes partout en Mauricie. Ça vient du nord de la Tuque. Ça s'en va avec la rivière de Saint-Maurice. Ça arrête un peu aux Forges. Il y a de la légende qui pousse partout. Mais il y en a même au cœur de Trois-Rivières, dans le quartier Sainte-Cécile. Il y avait, à l'époque, un curé. Le curé Rougeau, un homme fort. OK, juste pour te dire comment... Gabin, tu vois derrière moi le mur de briques? Ben lui, il pouvait prendre une brique dans son mur d'église, la prendre, puis plier une brique, la redéplier, puis la reposer. C'était comme sa pierre angulaire. Puis il a déplacé comme ça un peu partout dans son église. Des fois, c'était comme un cherche-trouve pour Pâques, les enfants, ça les amusait. Mais sa force servait aussi à confesser les hommes forts. Aller à la confesse des bûcherons puis des draveurs qui sont dans le camp à Pomerleau. C'était un camp de bûcherons au nord de la Tuque, qui, quand eux, ils partent l'hiver, là, ils vont pas revenir tous les dimanches à l'église pour aller faire à la confesse. Non, c'est le curé Rougeau qui partait. Puis il allait faire la tournée des camps, au moins 1 à 2 fois durant l'hiver. Puis évidemment, des bûcherons, c'est orgueilleux, ça veut pas toujours se faire confesser, ben non. Mais le curé Rougeau utilisait sa force pour obliger les hommes à se confesser. Il disait au gars de bûcheron, ben, toi, Wilbrod, confesse-toi. Non, monsieur le curé, me confesserai pas. Le curé Rougeau, il gonflait, déboutonnait sa soutane, puis il t'empoignait Wilbrod par la tête, puis il te le serrait comme ça. Confesse-toi! Non! Ah ouais! Puis il serrait plus fort. Il faisait une prise de lutte qu'il avait appris. Tellement fort qu'à un moment donné, il finissait par se confesser. Puis sa réputation est allée partout. Il appelait ça la prise du sacrement du pardon, mon oncle. Puis tout le monde avait peur du curé Rougeau, puis de sa force. Mais le curé Rougeau, lui, ça y tentait de démontrer sa force à l'ensemble de la province. Fait que tranquillement, il a eu l'idée d'organiser le dimanche après-midi, après ses messes, dans le sous-sol de son église, des combats de lutte. Ici, il dit, je vais demander à mon bedeau, Édouard, qui est charpentier de métier, de me construire une belle arène. Bon, je vais inviter des hommes forts, puis des MacDuck Vachon, puis du monde à travers pour venir se combattre. Puis je vais inviter du monde aussi, des bûcherons, des draveurs, des charretiers. Je vais inviter Édouard Tassé des Forges chez Maurice. Ça va attirer du monde, puis moi aussi, je vais combattre de temps en temps. Mais le monde a commencé à délaisser par peur de ne pas vouloir affronter le curé Rougeau, d'autres choses à faire que lutter. Puis c'est là que le curé Rougeau a eu une deuxième idée. Il dit, si la lutte attire pas,
je pourrais organiser des concours d'hommes forts. Tu es capable de soulever des charges immenses, de prendre la charrue qui traînait là, de la lever au bout de ses bras, puis de t'attendre pendant 15, 20, 60 secondes le plus longtemps possible. Les cloches qui étaient dans le clocher penché de l'église Sainte-Cécile, je suis capable de lever le dumbbell, soutenir les bœufs, parce que le curé Rougeau avait des bœufs qui étaient dans sa cave, et tu es capable de le prendre de chaque côté, puis le tenir, puis les transporter. Ça, on va penser que les hommes forts, ça va leur rentrer ici dans le point d'orgueil, puis ils vont vouloir démontrer leur force. Puis à faire des concours entre les métiers, on va faire des concours de tir au poignet entre un bûcheron et un draveur. C'est qui le plus fort? Les hommes, à vouloir démontrer leur force. C'est qui le plus fort entre Édouard Tassé ou le charretier Joachim Crête? Qui c'est qui est le plus fort? Puis le curé Rougeau, lui aussi, va participer. Il y a eu 20 concours d'hommes forts dans le sous-sol de l'église, puis c'est toujours le curé Rougeau qui a gagné. Sa réputation débordait de la Mauricie. Lanaudière, elle connaissait ça. Port-Neuf, l'autre bord, OK? Le bord du fleuve, il y avait le géant Mayotte. Lui, il était au courant, il traversait pas le fleuve. Il disait, c'est de ton bord d'homme fort, moi je reste de la Rive-Sud. Puis à un moment donné, il y a un charretier, Joachim Crête, des forges chez Maurice. Il se ramasse à Montréal pour aller faire une livraison de fonte puis de poêle. Puis, y avait-tu surchargé sa charrette? On le sait pas. C'est-tu la canicule d'un 31 juillet parce qu'il faisait 42 depuis 6 jours? C'est-tu parce que le cheval, c'était un vieux canasson? On le sait pas. Mais quand il est arrivé à Montréal, le cheval, mort. Oui. Joachim Crête, il fait, ben là, j'ai besoin d'un rapport, moi, pour quand je vais aller voir Mathieu Bell pour dire qu'il y a un des chevals qui est mort, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis ce qu'il voit, Louis Cyr. Parce que je ne sais pas si tu étais au courant, Louis Cyr, avant d'être un homme fort qui parcourt les Amériques pour prouver sa force, il était policier de parc à Montréal. Là, si tu connais pas Louis Cyr, je ne sais pas comment t'expliquer ça, là, tu sais, mets-toi à jour dans tes DVD, hein? Regarde, ça fait 10 ans qu'il a sorti le film, mais plus rapide, va dans Google, OK? Pèse suppose, va dans Google, tape Louis Cyr. Il y a un Wikipédia, là, c'est pas très long à lire, t'as le temps. Tu l'as fait? Parfait. Ben, Louis Cyr, t'es gardien de parc, surveillait les affaires, puis t'as le Joachim qui arrive. J'ai besoin d'un rapport, mon cheval, il est mort. Je pense t'assurer rien que d'un côté, puis ça, je pense que c'est pas du mien. J'ai besoin de ça. Louis Cyr est analphabète. C'est pas lui qui va écrire le rapport. Il demande à un de ses collègues, écrit le rapport. Moi, je vais vraiment regarder si le cheval il est mort. Puis Louis Cyr se met devant le cheval, il regarde ça d'une charrette remplie de 3-4 poêles à 2 ponts en fond des forges chez Maurice, c'est pesant. Puis son collègue, il fait le rapport, 31 juillet, 11h30, cheval mort au square Chaboyer. Puis il se questionne, Chaboyer, Boyer, O-I-L-L-E? L-L-E-E peut-être? I-E-R. Ah, peut-être que c'était Y. Y-E-R. Y. Hey, Cyr, comment ça s'écrit Chaboyer? T'es analphabète. Louis Cyr pense, cogite, réfléchit. Il regarde le cheval. Il désattelle le cheval. Il te le ramasse, puis il le met comme ça sur ses épaules. Il prend la charrette d'une main, puis il tire la charrette, puis il marche comme ça. Pendant 75, 125, 150 pas. Il lâche la charrette, enlève le cheval, attelle le cheval. Il regarde son collègue, puis il dit « le cheval est mort sur la rue Notre-Dame, finalement. » Tu sais, Louis Cyr, oui, il était fort, mais il était fort. Puis quand Joachim Crête a vu ça, il a fait « Ben, c'est vous, Louis Cyr, l'homme fort? Ben, vous êtes fort, je viens de le voir, mais vous êtes moins fort que le curé Rougeau de Sainte-Cécile. » Il fait « Le curé Rougeau, j'ai jamais entendu parler. Il serait plus fort que moi. » « Oh oui, et de beaucoup, monsieur Cyr. » Ça l'a piqué ici dans son point d'orgueil, dans ce qu'on appelle le plexus de la colère. Ben, Louis Cyr a enlevé sa petite casquette de policier, sa petite étoile de shérif. Il a déposé ça, puis il est parti par la route de chemin du roi pour se rendre jusqu'à Trois-Rivières. Puis en s'en allant, il a rencontré un homme torse nu qui avait une charrue, 2 bœufs. Lui, il pensait que c'était un fermier, un cultivateur. Mais c'était le curé Rougeau qui avait décidé d'aider un de ses concitoyens paroissiens qui s'était blessé une cheville. Il dit « M'a allé le labourer, ton champ, il n'y a pas de problème. » Puis le curé Rougeau, il était là avec la charrue, les 2 bœufs, torse nu, bien huilés par la sueur. Louis Cyr, il arrive, puis il fait « Excusez-moi, monsieur, je cherche le curé Rougeau de l'église Sainte-Cécile. Savez-vous où je peux le trouver? »
Curé, il te le reconnaît que c'est Louis Cyr, là. Puis, pour le narguer un peu, il le regarde puis fait « Oui, je vais vous montrer où est-ce qu'il habite. » Il a pris la charrue de une main. Il a levé la charrue à une main. Les bœufs qui étaient attelés, ont levé les deux bœufs, ont le soulevé comme ça. Il a tourné de 180 degrés. Il a pointé l'église de Sainte-Cécile. Il est revenu, il a déposé la charrue, les deux bœufs. Louis Cyr, il a fait « Merci ». Louis Cyr est parti, il a fait 3 pas. Il a reviré de 180 degrés, puis il a regardé, puis il fait « Excusez-moi, monsieur, votre curé Rougeau, il est-tu plus fort que vous? » Oh oui, il est bien plus fort que moi. Lui, ça, il fait « OK, parfait. » Il sort tout de 180 degrés, il refait 3 pas, il arrête, pense, réfléchit, il cogite. Il se retourne de 180 degrés, il salue le monsieur, prend le chemin du roi, puis s'en retourne à Montréal. Louis Cyr a eu trop peur, il a eu la chienne, il n'a pas voulu participer à un concours d'hommes forts. Et j'ai pour preuve de cette histoire-là, moi, je suis allé farfouiller dans les archives de l'Orifice national de l'accumulation de papiers et d'histoires mis dans des livres. C'est à la bibliothèque Gatien-Gélina, dans le grenier, ils ont ça. J'ai farfouillé, j'ai regardé, j'ai lu. Ça parle des concours d'hommes forts, de tout ce qu'il y a eu ici à Trois-Rivières. À aucune place, on mentionne la participation de Louis Cyr. C'est la preuve. Louis Cyr n'est jamais venu gagner un concours parce qu'il avait trop peur. Puis il est sorti une grande philosophie de tout ça, qui se partage encore à Trois-Rivières, dans le quartier Sainte-Cécile, que je vous partage. La vraie force, c'est pas celle qui gagne tout le temps. La vraie force, c'est celle qui perd jamais. Merci beaucoup. Valérie, bienvenue à cette émission spéciale Ça va bien se compter. On est avec plusieurs conteurs aujourd'hui, mais je voudrais savoir, toi, pourquoi tu veux participer à ça? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de vivre ça? C'est vrai que ça peut paraître étrange parce que je compte pas vraiment dans la vie. Je suis là parce que le festival, le Printemps des Beaux-Parleurs, ben, c'est tous les arts de la parole, que ce soit le conte, que ce soit le discours, peu importe. Puis, ben moi, dans la vie, je prends la parole, je livre des textes devant public, devant une caméra, devant un micro, je fais de la radio. Donc, pour moi, ben, c'était tout naturel, en fait, de me joindre au Printemps des Beaux-Parleurs, puis encore plus pendant le festival, pendant ces jours de festival-là. Je voudrais maintenant savoir, qu'est-ce qui t'inspire dans cet univers-là? Tous les textes que j'écris, je m'inspire beaucoup de la société, je m'inspire de l'actualité, je m'inspire des relations qu'on entretient avec les gens, parce que pour moi, c'est ça qui construit notre société, notre collectivité. Et sans ça, ben, il n'y aurait pas vraiment de raison d'être. On est toujours en relation avec les autres, avec ce qui nous entoure, avec les décisions qu'on prend. Donc, ces relations-là, de tout genre, je les mets sur papier, puis après ça, ben, je les dis. Parce que c'est bien beau les écrire, mais les livrer, le dire, le faire, en parler, le partager de cette façon-là, ben, je trouve que c'est important. Finalement, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Ben, je vais vous présenter une ode au confinement. Ça fait plusieurs semaines qu'on est confinés, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, qu'on a des malaises, des mal-être avec toute cette situation-là. Ben, c'est de ça dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui, de vous présenter tout ça, parce qu'on l'a tous vécu de façon différente, mais en même temps, on l'a tous vécu un peu de la même façon. Ode au confinement. Enfin, je vais avoir le temps de faire ce que je repousse depuis tout le temps de faire. Prendre le temps de me lever, de me faire un bon café. Pourquoi pas des moyens, puis des gros déjeuners tant qu'à y être. Je peux même décider de ne pas me lever, puis de rester bien évachée, en mode étoile, la tête sur mes 3 oreillers, bien à briller. Enfin, mes plats Tupperware vont être rangés par grosseur, par couleur. Ils tomberont plus de l'armoire, c'est fini ce temps-là. Ah, puis pourquoi pas faire mon premier pain? Ça a l'air tellement facile à faire sur Instagram, puis surtout, ça a l'air de faire du bien. Pourquoi pas être fancy, faire du levain, ajouter sur mon pain du cheddar râpé, puis des petits bouts de bacon. Enfin le soleil sort. Ça donne le goût de partir à pied du Cap au centre-ville. Le soleil qui se réchauffe fait sourire ma face. Je pars seule, musique aux oreilles.
Le cœur pas trop déçu d'avoir eu ces 2 dernières semaines-là d'unique relation avec mon moi-même. C'est drôle de voir vos faces en vidéo, screenshotées de l'écran de votre portable, étalées sur vos pages Facebook. À 2, 5, 10, 20, parce qu'on est fou de même. Rencontres de travail, 5 à 7 entre amis, jasettes de chiffres de nuit, juste avant d'aller te coucher. Ben tard, parce que tu sais que de toute façon, tu vas encore siester demain, en revenant de ta sortie de la semaine. Puis là, t'es rendu wild. T'iras à l'épicerie et à la pharmacie. On est mercredi, puis tu te sers encore un verre. Ce soir, c'est une soirée à distance avec ta famille qui est planifiée. T'es content de les voir, tu t'ennuyais. Ça faisait longtemps, et ce, bien avant même le confinement. J'ai regardé des séries sur Netflix, j'ai même tout regardé District 31, même s'il n'y a pas de fin. C'est un peu comme ces 4 dernières semaines, d'ailleurs. On est-tu vendredi ou bien samedi? Ce document-là, il est dû pour quand? Je le sais bien plus. Mes dossiers sont éparpillés sur la table de cuisine. C'est un peu le bordel comme le linge propre qui traîne sur le divan puis sur le lit depuis plus d'1 semaine. Mon chat, bien écrasé dans le tas, elle me regarde avec ses yeux de « Qu'est-ce que tu fais encore à la maison? » Hey, mes cheveux vont être beaux là quand on va se déconfiner. Oh, que les tiens aussi. On va briller, on va être naturel. Naturel comme le paysage qui s'offre à moi comme toile d'évasion solitaire. D'évasion du carreau de la fenêtre de mon appartement. Tu sais, partir seule ou avec des copines, marcher dans les bois, à 2 mètres. On parle de saucisses puis de guimauve sur le feu, bien assises sur une roche au soleil, juste assez près du courant de la rivière. Puis on rêve ensemble au déconfinement. On a comme le feeling d'être si près et si loin à la fois. Loin de toucher, flatter, embrasser, baiser. 2 mètres. Encore. Juste sur le balcon, juste sur le gazon. Il y a les voisins qui regardent. Ou pas. On ne sait pas. Puis c'est là que tu y penses. Parce que dans le fond, tu le sais pas. Ben, tu le sais, mais tu le sais pas trop ce que tu as le droit ou pas de droit de faire. Que l'importance du mot liberté, ben c'est pas juste un mythe. C'est bien réel. Liberté d'action, de réflexion. Libre de toucher, flatter, embrasser, baiser. Liberté collective et individuelle. On le ressent combien ça peut être lourd ne pas en avoir le plein contrôle. C'est comme un trou, un besoin qu'on a en dedans de nous. Puis que, ben, c'est important. C'est important comme ces relations-là qu'on bâtit ou même celles qu'on rebâtit en ce moment. Parce qu'on est connectés comme jamais. On est si près et si loin à la fois. Distanciation physique, mais surtout pas sociale. Parce que dans le fond, on est quand même ensemble là-dedans. Qu'on porte un masque en tissu ou un masque chirurgical, on sait que quand il tombe, on peut être vrai. Vrai comme dans vraiment collectif. Il y a des élans de solidarité qui s'opèrent depuis le début, puis ça c'est beau. C'est beau quand la communauté se serre les coudes pour aider son voisin, pour aider son prochain. C'est beau comme ce déconfinement qui est à venir sous le soleil, pieds nus dans l'aube, comme dirait Félix, ou bien pieds nus dans la Saint-Maurice. Cette rivière qui me permet de m'évader seule ou accompagnée, puis de vous raconter le confinement, ce maintenant qui sera plus un jour du présent. Il n'y a pas meilleur moment pour se le raconter, le mettre sur papier. Pourquoi pas en profiter pour s'inventer des histoires, puis de faire voyager sans même avoir à bouger. Grâce à des mots, grâce à des partages, grâce à des racontages. Écrivez-les, voire dessinez-les avec et sans les enfants. Vos histoires de confinement, de confinés. C'est aussi prendre le temps avec nos parents, nos grands-parents. Même à distance, participer à leur existence et avec eux, construire votre présence. Parce que maintenant, ode au déconfinement. Le linge plié, les plats rangés, le pain mangé. J'y rêve comme toi, au après qu'on a la chance d'imaginer, de créer. Faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Ensemble, un nous solidaire. Puis qu'un jour, on se les raconte nos histoires de confinés, les moments durs, les moments doux, pour qu'on se rappelle de ce qu'on ressentait, loin des autres, loin de l'autre. À quel point on a toutes et tous besoin de la présence de ceux qu'on aime, et de ceux et celles qui forment comme toi, comme moi, notre communauté.
que le confinement se vit différemment pour chacun, selon leur situation, et que les inégalités sont bien là dans notre société. Et qu'une chose est sûre, c'est qu'on est tous et toutes interdépendants les uns des autres. Surtout, faudrait surtout pas oublier, et parce que c'est vrai que j'y ai pris un peu goût, qu'il est important de prendre soin de soi. Quand on sera rendu au après, ben je vais continuer de reposer ma tête sur mes 3 oreillers. Je vais continuer de prendre le temps de me faire un bon café. Puis je vais l'accompagner d'un gros déjeuner. On laisse faire le niaisage cette fois-là. On passe tout de suite au gros. Quand on sera rendu au après, faudra surtout se rappeler, comme il est bon de rêver, et qu'il est nécessaire de se réinventer. Ensemble, collectivement. Faudra surtout pas oublier, non, ça va être important de se rappeler. Je me souviens, comme ils disent. Pour que dans 20 ans, toutes ces belles odes au confinement puissent continuer de bien se compter. Comme on a de l'air d'être parti en histoire d'homme fort ce soir, je me suis dit que j'allais vous en conter une autre. Puis comme on est aux Trois-Rivières, les hommes forts à Trois-Rivières, c'est bien connu. Si vous voulez les trouver, vous avez d'affaire à prendre le chemin qui monte vers le nord. Puis à un moment donné, vous allez voir, la terre va complètement comme couper en face de vous. Ça va descendre dans le fond d'une grande vallée. Puis dans cette vallée-là se trouve un village. Un village, je sais que vous allez trouver ça, des hommes forts puis des hommes travaillants. Un village qui a une réputation bien particulière. C'est que le Yob habite là. Oh, je parle bien des forges de Saint-Maurice. Peu importe à quel point là, vous entendez parler de la place, vous savez que dans notre univers légendaire québécois, le Yob est toujours un peu partout. Eh bien, ici, aux forges de Saint-Maurice, contrairement ailleurs, dans le Bas-Saint-Laurent, il va aller prendre les filles pendant qu'ils sont en train de danser. Dans le bout de la rivière des Outaouais, il va prendre les hommes pour les amener voir leur parenté pour les réveillons. Vous comprenez l'histoire? Partout, le Yob est toujours de passage. Il va vous aider à construire un pont, construire une église. Il va peut-être avoir un trou par chez vous qui va mener jusqu'en enfer. Mais ici, aux Trois-Rivières, le Yob, il reste là. C'est connu. C'est bien connu. Puis là, comme de fait, au village des Forges se passe un peu toutes sortes d'affaires. Mais il y a une personne qui est là, puis qui est quand même assez connue. Pas le Yob en personne, mais je vous dirais à peu près aussi connu pour certains, c'est M. Matthew Bell. Matthew Bell, c'était le gestionnaire des forges. Puis tu sais, je vous dis proche du diable, là, en ce sens que, vous connaissez l'expression, là, un gant de fer, une main de fer dans un gant de fer. Ouais, tu sais, pas de velours, là, une main de fer dans un gant de velours d'habitude, là, mais pas avec M. Matthew Bell. Non, un homme avec une poigne sur son entreprise, sur la manière dont devaient se faire les affaires. Puis, aux yeux de plusieurs, surtout plusieurs des employés, M. Matthew Bell, dans la vie, il y a 3 affaires qu'il a bien réussi. Puis, tu sais, il y a une portion de travail, mais on sait tous que c'est pas mal plus sa femme qui a fait l'ouvrage que lui. C'est bien simple. Les 3 affaires que M. Matthew Bell a bien faites, c'est Catherine, Anne puis Margaret. C'est 3 filles. Belles comme le jour. Là. Messieurs, vous allez me comprendre, là, si vous croisez n'importe quelle d'entre elles, là, la mollesse va vous pogner en arrière du genou, les patates vont vous pogner dans la bouche. Naturellement, la tête va tourner pour essayer de les suivre du regard. C'est des beautés, là. C'est parfait. Bien sûr, tout le monde aurait bien aimé pouvoir prendre la main d'une d'entre elles, belle comme elle était. Mais quand vous êtes fille de M. Matthew Bell, vous comprenez bien que vous venez d'une grande famille. Vous ne pouvez pas vous marier avec le premier guenillou qui vous trouve bien de son goût. Hein? Ça prend quelqu'un d'une grande famille, ça prend quelqu'un d'une famille qui a de l'argent, ça prend quelqu'un qui a de l'aisance, de la prestance, qui a des moyens. Puis, au Forges Saint-Maurice, on n'avait pas ça personne. Fait qu'à partir de ce moment-là, les filles allaient là-bas, allaient faire un tour, allaient virailler un peu une fois de temps en temps, voir le père. Mais quand ils allaient là-bas, c'était pas mal plus pour... justement ça, là, pour travailler le cœur de nos pauvres hommes, parce qu'ils savaient bien trop qu'il n'y en a aucun qui allait avoir la chance. Mais je dis aucun. Il y en a un qui s'est essayé. Un qui se disait qu'il y avait quelque chose à offrir, un qui se disait qu'il y avait pas mal toutes les richesses à proposer. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il restait là, le Yob en personne. Le roi des enfers! Le roi des enfers se disait qu'il allait peut-être bien d'être capable de prendre la main d'une d'entre elles. Et il s'est essayé au moment où M. Matthew Bell voulait marier Catherine, il n'y avait rien à faire. Il l'avait promis ailleurs. Avec Margaret, avec Anne, même affaire. Puis là, comme de fait, quand vient le temps de marier Margaret, il se passait quelque chose aux forges. On avait de la misère à rentabiliser les lieux. Puis le Yob pensait bien avoir la solution. Puis il s'est dit, si on va faire des mariages basés sur l'argent, j'ai probablement
probablement ce qu'il faut. Le Yob est allé proposer à M. Matthew Bell de fournir en flammes de l'enfer toutes les installations des forges. À partir de ce moment-là, messieurs, dames, vous pouvez bien comprendre, ça coûtait pas mal moins cher à opérer. Le Yob avait comme une espèce de retour, lui, de son côté, parce qu'il était capable de prendre la main de la belle, puis de faire de elle la reine des enfers. En tout cas, c'était pas clair de la manière que c'était supposé se passer, mais une chose était sûre, c'est que l'échange des vœux, parce que tu maries pas le roi des enfers à l'Église, devait se faire à la forge haute. À la forge haute, vous avez comme tassé le foreman qui est installé là, un homme qui est réputé pour être d'une force bien impressionnante. Puis le soir où M. Matthew Bell était supposé amener sa fille directement pour les épousailles avec Lucifer, avec Belzébuth, avec la bête à grand queue, eh bien, imaginez-vous donc qu'il y a peut-être eu un remords de conscience ou c'est peut-être sa femme qui s'est rendu compte de ce qui allait se passer, puis il a changé d'idée. À partir de ce moment-là, mes bonnes chances, il ne s'est pas présenté à la Forge Haute pour présenter sa fille en espérant, dans le fond, que lui parte avec elle puis qu'il alimente les flammes des enfers. Il s'est plutôt présenté avec Tassé en personne. Ce qui fait que Belzébuth, quand il est à l'intérieur, quand il rouvre la porte, pensant prendre la main de sa future femme, la main de la belle, il a été un peu surpris parce que c'est plutôt le poing de la bête qui s'est pris. Un grand coup de poing directement ici, en dessous du menton, qui dit, a fait lever les deux bottines du sol. Puis, à partir de ce moment-là, mes bonnes chances, Tassé est rentré en dedans, la porte s'est fermée et une bataille s'en est installée. Non pas pendant 2 heures, non pas pendant 3 heures, mais pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps, tout ce que vous avez à l'intérieur, les objets, puis tout ça, ça a tout servi à recevoir un ou à donner un coup à l'autre. Puis là, mes bonnes chances, vous pouvez bien imaginer, au bout de tout ce temps-là, au bout de 4 heures, on a quelqu'un qui ressort de là victorieux. Celui qui ressort de là victorieux, craignez-les pas, c'est Tassé. Le foreman des forges qui ressort de là victorieux, comme si de rien n'était. Eh bien, imaginez-vous donc, mes bonnes chances, que le Yob n'a jamais demandé la main de la fille. Puis il semblerait que depuis ce temps-là, on entend le marteau des forges s'activer. Puis quand on l'entend s'activer, ce serait le Yob qui se martellerait la jambe pour la renforcer. Probablement qu'il s'est passé quelque chose. Merci à tous d'avoir visionné cette émission spéciale du Printemps des Beaux Parleurs, ça va bien se compter. Pour en apprendre davantage sur les contes et sur la programmation 2020, on vous invite à consulter le site web leprintemps-des-beaux-parleurs.com ou encore nos réseaux sociaux. Sur ce, on vous souhaite une belle soirée!